Bien, bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir de parler devant une salle de conférence comble comme ça, des sujets qui sont ceux qui nous passionnent. Et notamment, dans le cadre de ce salon, on nous a proposé de venir parler autour d'une idée qui est une idée qui fait son chemin dans la société d'aujourd'hui et dans la compréhension d'aujourd'hui de ce que c'est que le corps humain, l'être humain, la maladie et la façon de soigner, c'est-à-dire les liens entre le corps et l'esprit. Et dans le cadre de cette conférence autour du lien entre le corps et l'esprit, nous allons essayer avec le docteur Jean-François Cludy, qui me fait l'honneur et le plaisir de venir partager ce sujet avec moi, de voir comment, à travers les différentes cultures du monde, que ce soit l'Orient ou l'Occident, finalement ce lien entre le corps et l'esprit a toujours existé, et comment c'est uniquement la science glorifiante et victorieuse du XIXe siècle qui nous avait amené petit à petit à oublier un peu cela. Et voir comment les différentes connaissances qui nous sont proposées par ces différents champs culturels, que sont l'Orient et l'Occident, vont nous permettre de nous reconnecter, on va dire, avec ces racines de compréhension de ce qu'est cette espèce d'avatar qui est un être humain, et de la façon avec laquelle, suivant comment il avance sur son chemin de la vie, les déséquilibres peuvent s'inscrire en lui et se traduire à un moment donné par de la tension, de la souffrance ou de la pathologie. Je vais essayer, moi, d'aborder la question à travers d'abord ce que l'Orient nous a proposé de cela. Et puis Jean-François, lui, après, va venir sur le champ un peu plus propre à l'Occident et à travers notamment sa connaissance en particulier de l'homéopathie et de la façon dont l'homéopathie crée ses liens, et puis avec son extension, on va dire, conceptuelle de pensée et philosophique qu'a été la pensée de Rudolf Steiner, comment on peut faire aussi, dans notre vision du monde, au-delà même des notions hippocratiques d'humeur, un lien entre le corps et l'esprit et la façon dont, effectivement, cette relation fonctionne. Alors, de quelle façon l'Orient nous a proposé une solution sur ce sujet-là ? Dans la vision qui est la vision de l'Orient, et notamment celle de la médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. Les orientaux sont partis d'une idée qui était une idée de base à travers les concepts du yin et du yang, à travers ces dimensions du manifesté, du dense et du subtil et du non manifesté, que sont la réalité corporelle et la réalité physique chez un individu. Dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise, si on voulait schématiser un peu, eh bien, le corps est un véhicule pour l'esprit et il le transporte. Et ce rôle de support, ce rôle de référence et d'axiome sur lequel se pose la réalité vibratoire subtile de l'être humain qui est l'esprit, qui est joué par le corps, ils l'ont segmenté aussi à travers toutes leurs connaissances. En médecine chinoise, par exemple, on a organisé les choses à travers la bipolarité yin-yang, tout le monde connaît cela. On a organisé cela à travers un rapport au réel et au manifesté, à travers des éléments naturels que sont les 5 éléments qu'on connaît en médecine traditionnelle chinoise. Et de cette logique-là, eh bien, sont sortis conceptuellement tout un tas de données fondamentales, et notamment le fait que dans le corps, il y a 5 organes majeurs, qui sont le foie, les reins, le poumon, la rate, enfin, etc. Et que ces 5 organes majeurs, qui sont les représentants dans la réalité physiologique d'un individu, c'est-à-dire le microcosme, des résonances en équivalence qu'on trouve dans le macrocosme, qui sont en lien avec ces éléments naturels. Eh bien, à l'identique que le corps, dans sa structure globale, est porteuse de l'esprit humain, les anciens Chinois en ont conceptualisé que s'il y avait également 5 structures organiques majeures à l'intérieur d'un corps humain, il devait y avoir 5 structures psychiques majeures à l'identique, qui étaient organisables à l'identique de la façon dont étaient organisés les 5 organes dans notre corps. Et qu'on allait pouvoir faire un espèce de lien très symbolique et très schématique à travers l'idée que chacun des organes va être le support d'un pan de la psyché de l'individu. Et donc ils avaient déjà conceptualisé cette idée qu'on a retrouvée avec Freud, Jung, ensuite, etc., à savoir que la psyché d'un être humain, ce n'est pas quelque chose d'unique et de monobloc, mais c'est composé de tout un tas de petites structures et de petits moi intérieurs, si j'ose dire, et bien qu'il y avait 5 sortes de moi intérieurs qui existaient dans la psyché d'un individu, associables avec chacun des 5 organes. Ou si vous préférez, qu'il y avait un espèce de très gros logiciel de base
qui faisait fonctionner l'ordinateur humain qui s'appelait l'esprit de l'être humain, et à l'intérieur de ça, des sous-logiciels qui permettaient de faire fonctionner des pans dédiés à certaines fonctions psychiques associables aux fonctions organiques. Et donc, ils ont associé à l'organe le foie ce qu'ils appellent une entité viscérale, une psyché organique, qu'ils ont appelée le Rune, et qui correspondait grosso modo au niveau psychique à une fonction en équivalence avec la fonction physique de l'organe foie. Ils ont associé au rein une structure psychique organique qu'ils ont appelée le Tché, dont le rôle fondamental était également de porter sur le plan psychique une équivalence avec le rôle qui était le rôle de l'organe, et ainsi de suite. Et à travers ça, on est arrivé à une sorte de construction de la psyché humaine autour de ces 5 pôles qui se sont ensuite décodés d'une façon plus générique et un petit peu plus large à travers toutes les autres parties du corps et tous les autres organes du corps, et ont permis ainsi aux anciens Chinois de construire une espèce de grille de relations et de grille de lecture dans laquelle ils sont allés vers cet essentiel de la compréhension de la médecine traditionnelle chinoise, qui était que le premier vecteur et le premier facteur de déséquilibre du terrain, qui était la réalité physiologique d'un individu, c'était la dimension subtile du psychisme et de l'émotion. Et que le premier facteur déséquilibrant chez un individu, soit en tant que facteur immunodéprimant, soit en tant que facteur agresseur organique, était le comportement psychique, les modes de pensée et les vécus émotionnels de l'individu. Et qu'à travers cela, bien entendu, on voyait combien le corps était en lien avec l'esprit, mais combien également, bien entendu, l'esprit dépendait de la façon dont le corps pouvait fonctionner. Parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, tout le monde connaît à travers l'acupuncture la notion des méridiens et des points d'acupuncture sur lesquels on travaille, notamment avec des aiguilles. Eh bien, l'idée que dans ce qui est notre univers, cette structure vibratoire que nous appelons l'univers, eh bien, toute forme de vie existe et est portée par un flux particulier qu'on appelle énergie, qui dans le corps humain circule dans des fleuves particuliers qu'on appelle les méridiens. Et ces méridiens sont finalement des sortes de nœuds de circulation d'énergie dans lesquels à la fois la dimension physique va être nourrie et la dimension psychique va être nourrie. Le méridien du poumon, par exemple, porte l'énergie qui gère l'organe poumon et l'arbre respiratoire, mais va gérer également ce qui est en lien avec cette dimension pulmonaire dans le corps humain, avec la même énergie. Et je reviendrai plus en détail là-dessus. L'idée fondamentale est que lorsqu'il y a une atteinte qui est faite au niveau de la dimension psychique de l'individu qui est en lien avec cette énergie du poumon, cette dimension psychique a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner et répondre à la sollicitation importante. Cette sollicitation importante fait donc un appel d'énergie. Si cet appel d'énergie est très important et dure longtemps dans le temps, ça va finir par se faire aux dépens de l'organe, qui va finir par être fragilisé. A l'inverse, si l'individu sursollicite l'organe, celui-ci va avoir besoin d'énergie, il va appeler l'énergie sur lui, et ça va se faire aux dépens du psychisme de l'individu. C'est ce qui permet de comprendre, par exemple, qu'une émotion importante va se traduire dans le corps par une réalité extrêmement précise. Et cette réalité, ça va être quoi? Eh bien que dans cette vision du monde, par exemple, la dimension énergétique qui est celle qui a la charge de gérer les émotions, c'est la dimension du feu et la dimension du cœur. Et donc l'organe cœur est associé à une structure psychique qui s'appelle le chêne, qui a la charge de l'intelligence, de la lucidité de l'individu, de son sens de la synthèse, de sa capacité à réfléchir et à organiser les connaissances, de sa capacité à coordonner ses connaissances. Et nous savons tous très bien combien quand nous sommes dans l'émotion, nous avons du mal à réfléchir sainement. Mais au-delà même de cela, nous savons aussi pertinemment quelque part que lorsque quelqu'un est confronté à une émotion intense et violente, cette émotion, pour être gérée, fait un appel important d'énergie qui va se faire aux dépens de quoi? Qui va se faire aux dépens de l'organe qui aussi se nourrit de cette énergie qui s'appelle le cœur. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'un individu qui est confronté à une émotion intense et importante peut faire un malaise cardiaque. Que cette émotion soit positive, une très bonne nouvelle, ou que cette émotion soit négative, une très mauvaise nouvelle, l'intensité émotionnelle, pour pouvoir être gérée, a appelé l'énergie là où elle se situe en premier, et là où elle se situe en premier pour ce qui est de gérer l'émotion, c'était la dimension du cœur, le cœur de l'individu s'effondre. Et que dans cette logique-là et dans cette vision-là, on est rentré dans une sorte
d'organisation de connaissance de l'être humain qui va à la fois en permanence associer la fonction organique et la fonction psychique, et que l'on va pouvoir étendre d'une manière générique à l'ensemble de ce qu'est la réalité du corps humain, à la fois sur le champ organique. Tout à l'heure, je parlais par exemple du méridien du poumon. Le méridien du poumon gère l'organe poumon. L'organe poumon, c'est l'arbre respiratoire, mais c'est également au niveau de la réalité physique la peau, qui est aussi un organe respiratoire, et c'est l'organe qui finalement a la charge. Quel est le rôle de la peau? Le rôle de la peau, c'est de nous mettre en rapport avec le monde extérieur, et c'est de nous protéger des éventuelles agressions de ce monde extérieur. Eh bien, dans cette vision du monde, on va en déduire qu'il y a un pan du psychisme associé à cette énergie de l'organe physique poumon, qui va avoir la charge de gérer la capacité de l'individu à se protéger des agressions du monde extérieur, qui va gérer chez cet individu la capacité à faire la frontière avec le monde extérieur, c'est-à-dire à poser des limites, à être capable de dire stop, à être capable d'éviter à ce que l'on pénètre dans son champ territorial, à être capable de répondre à l'intrusion. Et vous avez des gens dans la vie qui sont dans l'incapacité à dire stop ou à dire non, alors que vous avez des gens qui sont incapables de se protéger de l'invasion des autres qui sont autour d'eux. Et qu'à l'identique de cela, on va pouvoir essayer de tirer une sorte de cartographie globale, qui est celle que j'avais développée dans la notion de psycho-énergétique, dans laquelle finalement on va pouvoir partir de ce que l'on voit et de ce qui est visible, le macrocosme et la réalité physique, c'est-à-dire fonction physique organique ou fonction physique mécanique, et créer un lien avec la fonction psychique qui peut lui être associée. Et ça peut se faire, ça, à l'envie, avec les différentes fonctions du corps et de la réalité de l'être humain. Par exemple, on va illustrer ça à travers le gros intestin, par exemple, qui sert à quoi dans le corps? Il sert à transporter et à évacuer les matières organiques, c'est-à-dire ce que l'on a ingéré, que l'on a digéré, mais dont on a décidé de ne pas se nourrir. C'est-à-dire que ça ne passe pas la barrière de l'intestin grêle, donc c'est évacué. Eh bien, il faut savoir que nous avons sur le plan psychique une structure qui, à l'équivalent, joue un rôle qui va nous permettre d'éliminer ce dont nous nous sommes nourris sur le plan psychique, c'est-à-dire les informations, les données, les émotions, les vécus, etc., que nous avons digérés sur le plan psychique, c'est-à-dire sur lesquels nous avons réfléchi, il y a eu une maturation, il y a eu un travail intérieur qui s'est fait, et dont nous avons décidé de ne pas nous nourrir sur le plan psychique, donc de ne pas aller nourrir nos mémoires émotionnelles de cela, et que nous évacuons. Et qu'à l'identique, dans toutes les fonctions du corps, parce que ça sera vrai aussi pour les fonctions mécaniques, on va pouvoir trouver ce lien avec une intelligence corporelle extrêmement élaborée. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, avec Jean-François Cludy, mais sur le fait que la réalité physique répond totalement à ce schéma-là et à cette lecture-là. Hein, j'utilise souvent une image extrêmement parlante pour comprendre comment ça se passe au niveau de la réalité physique de l'individu. C'est l'image de la personne qui est timide. Une personne qui est timide, que vous mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, qu'est-ce qui lui arrive? Elle va se mettre à rougir au niveau du visage. D'accord? L'émotion, hein, le sentiment particulier de timidité, a produit quelque chose sur le plan de la réalité physique de l'individu. Mais ça n'a pas produit n'importe quoi. C'est-à-dire que l'émotion qui est en relation avec notre réalité physique à travers le système neurovégétatif, à travers le système endocrinien, etc., a produit une réaction corporelle, mais pas n'importe laquelle. Elle a produit une réaction corporelle qui est celle qui produit le rougissement. C'est-à-dire qu'il y a eu une sécrétion de certaines hormones, notamment de l'adrénaline et de la noradrénaline. L'adrénaline, c'est un vasodilatateur, ça a dilaté des vaisseaux, qui a amené du sang, qui a produit le rougissement. Et donc on voit comment le sang et le cœur et la circulation qui est liée à l'émotion que j'évoquais déjà tout à l'heure est vraiment en lien avec ce qui est en train de se produire chez le timide. Mais l'autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est le complément à la sécrétion d'adrénaline, qui est la sécrétion d'une autre hormone, ou plutôt d'un neurotransmetteur, et qui est un électeur de lieu qui s'appelle la noradrénaline. C'est que l'adrénaline n'est pas allée dilater n'importe quel vaisseau. Le timide, il ne rougit ni de la plante des pieds, ni des fesses. J'ai vérifié, hein. Le timide rougit d'une zone précise du corps et pas d'ailleurs, qui est le visage. Or, le visage représente quoi? C'est ce qu'on met sur les papiers d'identité. Et le visage, en tant que représentant de l'identité, a été la zone corporelle qui a été concernée par le type de vécu émotionnel du timide, puisque le timide, son problème, c'est une insécurité sur son identité et sur ce qu'il est.
Et on voit l'intelligence du corps, et on voit comment cette espèce de relation est absolument incroyable. Jean-François Cludy vous fera des liens avec la vision de Steiner, qui, à travers un vocabulaire différent, va montrer combien l'intégralité des manifestations et de la réalité, à la fois dans le microcosme qu'est le corps humain, mais dans le macrocosme qui est autour, est interreliée, et combien ces connexions de lien corps-esprit peuvent vraiment dépasser le cadre de l'individu lui-même. On avait trouvé ça dans la vision de l'Occident avec l'approche qui a été celle de Hahnemann, même si ça n'a pas été très développé dans la pensée de l'homéopathie. Et je vais laisser sur ce sujet la parole à Jean-François Cludy pour vous développer cette idée-là. Mais on voit comment, finalement, lorsque on se donne la possibilité simplement d'observer la façon dont les choses fonctionnent dans notre univers et dans notre micro-univers qui est notre corps humain, on voit combien ce lien entre le corps et l'esprit est particulièrement prenant. Mais même nos grands-mères le savaient. Et quand elles nous disaient que, eh ben, on en avait sans doute plein le dos de quelque chose, qu'on avait sans doute des choses qui nous prenaient la tête, qu'il ne fallait pas qu'on se mette la rate au courbouillon, qu'on se faisait de la bile pour quelqu'un, qu'il fallait arrêter de se faire du souci, sinon on allait se fabriquer un ulcère. On voit combien le langage commun, dans toutes nos traditions, avait déjà compris ce lien existentiel phénoménal. Alors bien sûr, on va nous expliquer que l'ulcère à l'estomac, c'est hélicobactère. Certes, sauf qu'il y a plein de gens qui portent hélicobactère et qui n'ont pas d'ulcère à l'estomac. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut être capable non pas de nier ce qu'est la réalité biologico-microbienne, virale et tout ce que l'on veut dans ce qui va être les tensions physiques corporelles d'un individu et les pathologies, mais que limiter le champ de compréhension de ce qui se passe uniquement à cette dimension-là est sans doute perdre la moitié de ce qui est le sens de la réalité de l'être humain et de la vie dans notre univers, qui est la dimension du subtil, du non-visible, et en particulier du psychique pour un être humain, qui est agissante, et qui est agissante à la fois dans le sens du déséquilibre et sans doute aussi dans le sens du rééquilibre. Hein ? Vous verrez qu'on trouve ça, Jean-François Cludy vous l'expliquera, on trouve ça même à travers des préparations homéopathiques qui vont avoir dans un champ vibratoire donné, une dilution donnée, une action corporelle, et dans un champ de dilution différent, une action plutôt sur la dimension psychique. Et je crois que s'il y a quelque chose qui peut être la signature aujourd'hui d'une manière différente de comprendre la maladie et de traiter, eh bien c'est certainement dans ce champ-là que l'ouverture la plus grande est en train de se produire, parce qu'on est en train de finalement constater que quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est soigné, c'est peut-être autre chose qu'une victime, et qu'il y a peut-être véritablement une nécessité majeure à ce que l'individu quitte ce champ de la victime et comprenne qu'en redevenant acteur de ce qui est en train de se jouer, il reconnecte son psychisme à ce qui est en train de se produire dans son corps, et il se réouvre la porte aux soins, et il se réouvre la porte à la participation, à la restauration du soin dans son corps et dans sa vie. Hein ? Voilà, parce que sinon, moi, je parle pendant tout le temps et hein ? Et on vous laissera, oui, voilà, et on vous laissera, bien entendu, ne vous inquiétez pas, après un petit temps questions-réponses. Hein ? Merci Michel de ton brillant exposé. C'est bien difficile de prendre la parole après Michel Odoul. Je voudrais simplement, effectivement, reparler de la médecine traditionnelle chinoise, simplement en disant que la médecine traditionnelle chinoise est essentiellement de la médecine traditionnelle et qu'elle a une expression chinoise. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle, elle est commune à toutes les civilisations anciennes, et que les Égyptiens avaient aussi une médecine traditionnelle, que l'Europe aussi avait une médecine traditionnelle, et que le mérite de la Chine et de l'Inde, c'est d'avoir préservé, conservé, cultivé et amplifié pendant des siècles et des millénaires cette perception du monde et cette perception de soi au monde. En Occident, ça a été abandonné il y a à peu près 2000 ans, progressivement, et on a beaucoup plus spécialisé la notion matérialiste de l'histoire, ce qui est une autre voie de culture et de civilisation. Il a continué à exister en Occident des voies comme l'alchimie, dont Paracels a été un des représentants, l'astrologie aussi, et l'astrologie a été enseignée en faculté de médecine jusqu'à Colbert. Colbert a arrêté l'enseignement de l'astrologie, et des grands scientifiques comme Leibniz, et des grands philosophes aussi comme Newton, ont pratiqué l'astronomie et l'astrologie, et puis après c'est tombé en désuétude lorsque la culture s'est installée dans l'étude essentiellement de la matière. Mais il n'empêche que cette pensée antérieure, cette pensée ancienne,
qui perçoit l'humain comme étant partie du cosmos et qui essaye de maintenir ce lien, a essayé aussi de progresser en Occident avec des acquis culturels légèrement différents et qui donne une branche que l'humanité peut se féliciter et avoir le plaisir d'avoir des expressions différentes à travers l'Inde, à travers la Chine et à travers l'Occident aussi, et évidemment à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud, avec d'autres cultures, et de retrouver ce terreau commun et toutes ces expressions diversifiées qui nous permettront de continuer avec des échanges et en essayant de faire des passerelles et en évitant surtout de faire des plaquages. En Occident, il y a eu donc l'homéopathie qui a été mise au point par Samuel Hahnemann, qui a découvert, en faisant simplement des traductions, que lorsque l'on prenait une substance, en fonction des dilutions, les effets étaient contraires. C'est-à-dire à haute dilution, une substance pouvait donner de la fièvre. En la diluant, ça guérissait la fièvre. Et il est parti là-dessus d'une manière très expérimentale et il a mis comme ça en expérimentation la plupart des substances qu'il connaissait à l'époque, qui étaient essentiellement des minéraux et des végétaux pour ce qui était de son époque thérapeutique. C'était le début aussi où, à cette époque-là, Lavoisier commençait la chimie, où la physique commençait à s'installer et la matérialité commençait à être dominante par rapport à la spiritualité. Et il y a eu une séparation qui s'est installée à partir de ce moment-là. Un personnage comme Rudolf Steiner, qui a vécu donc, qui était dans l'Empire austro-hongrois dans les années 1860, il est né, a essayé de continuer cette pensée qui relie tout le temps et intègre en permanence l'esprit et la matière, qui sont complètement indissociables. Et il a repris les travaux d'Hahnemann en les approfondissant et en donnant une vision beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et un sens que Hahnemann n'avait pas donné, puisqu'il était parti sur une conception essentiellement expérimentale et médicale. Rudolf Steiner a donc mis au point l'anthroposophie, qui est une perception du monde à partir de la théosophie, dont il s'est légèrement désolidarisé à un moment donné pour l'histoire interne et théorique. Et l'anthroposophie, c'est de simplement récupérer ce lien de l'humain avec le cosmos, du macrocosme et du microcosme. Je vais laisser parler. Et de retrouver dans le domaine médical, puisque des médecins sont venus vers lui pour lui dire comment pouvez-vous nous aider à comprendre l'enjeu de la maladie et comment l'aborder au niveau de la thérapeutique. Et c'est à cette occasion qu'il a fondé les laboratoires Velleda, dont on connaît tous tout le versant au niveau de la cosmétique, mais qui a un grand versant au niveau de l'homéopathie, des teintures mères, des soins infirmiers aussi, puisqu'il y a des formations spécifiques au niveau des soins infirmiers, et aussi des conceptions psychiques, puisqu'il y a des hôpitaux psychiatriques en Allemagne qui essayent de s'inspirer de la pensée de Rudolf Steiner. En reprenant la pensée de Rudolf Steiner, il parle simplement de différents corps, que nous avons un corps physique qui est lié aux minéraux, qui est lié à cette partie inerte, qui est vivante bien évidemment, mais sur un certain mode, qui est celui de la permanence et celui de la forme. Et il dit, nous sommes une partie de notre corps est une partie physique, et cette partie physique, elle nous délimite un espace, elle nous permet d'être dans un espace qui est celui de la Terre, avec une forme physique. Il y a aussi sur Terre un autre règne, qui est le règne du végétal, qui lui a une particularité, c'est qu'il est capable de se reproduire, il est capable de croître et il dépend d'une hérédité. Cette partie végétale dont nous nous nourrissons est capable d'une chose extraordinaire, c'est-à-dire le métabolisme, de transformer ce qui est minéral en quelque chose de vivant et qui a donc ses propriétés du vivant, c'est-à-dire croître et se reproduire. Et puis il y a le règne animal, qui est aussi sur Terre, que nous rencontrons, et qui lui est aussi capable d'être dans la structure, qui est capable d'être dans la reproduction, dans l'animation, mais qui a cet atout extraordinaire, celui de se déplacer et celui de ressentir et d'exprimer une vie psychique interne. Les animaux sont beaucoup plongés dans l'émotionnel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de précautions à prendre, évidemment, dans nos relations aux animaux, qui sont des entités émotionnelles très puissantes, et aussi, évidemment, dans la relation avec la nourriture par rapport à la viande. Et puis, il y a l'être humain qui a à la fois ce côté minéral qui lui permet d'avoir une structure, cette structure qui à la fois se reproduit et qui croît,
et qui est capable de transformer, qui n'est pas capable de transformer la matière inorganique. C'est pour ça que dans la nourriture, il est fondamental de passer par le végétal avant tout, parce que le végétal va nous donner cette capacité à transformer le minéral en organique, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Il a l'émotionnel de l'animal, évidemment, que l'on peut partager et que l'on voit très puissant chez les enfants dans le partage avec les animaux et que l'on commence à réintroduire. Par exemple, dans certaines maisons de retraite, on proposera d'avoir des animaux qui permettront d'apaiser les tensions émotionnelles des pensionnaires des maisons de retraite et des hôpitaux. On peut le souhaiter qu'un jour, les chiens, les chats et les oiseaux, les chevaux puissent prendre à nouveau leur place dans le monde humain et non pas en être exclus ou séparés. Une caractéristique que l'humain possède à lui seul, c'est ce que Steiner appelle le moi. Le moi étant cette conscience d'exister, cette conscience de pouvoir agir sur le monde, sur soi, agir sur ses pensées, agir sur ses sentiments. C'est une spécificité de l'humain qui lui permet d'être en relation avec les autres règnes sur la Terre, mais qui est aussi quelque chose qui est à habiter. Et dans cette jonction entre le corps et l'esprit, qui a comme sujet aucun sens, puisqu'il n'y a pas de séparation. Il y a comme disait le père Lard, qui nous enseignait la médecine traditionnelle chinoise, il nous disait il y a une compénétration des souffles. C'est-à-dire qu'il y a un mélange permanent et que seul notre mental, qui a besoin de distinguer, de catégoriser, nous dit il y a ceci, il y a cela, et il y a un élément végétal, minéral, etc. Tout ça est ensemble, tout ça est en interaction permanente, et c'est par ça que nous sommes agis en permanence, jusqu'à un moment donné où, par notre capacité du moi, nous pouvons poser une conscience et nous pouvons aussi cultiver la liberté. Ce qui est important, c'est de se dire que toute cette acquisition de cette liberté se fait dans la conscience. Dans la conscience, évidemment, on peut être conscient comme les animaux sont conscients. Mais il y a une conscience qui est tout autre, qui elle, est celle d'une ouverture au monde subtil. Et dans la manière d'envisager la thérapeutique dans le monde chinois, la médecine chinoise a 5 branches. On oublie toujours parce qu'on l'assimile ici très facilement et presque exclusivement à l'acupuncture. L'essentiel, c'est quand même la phytothérapie. Et une des mesures principales que l'on donnera en tant que médecin et en tant que thérapeute, en s'inspirant de la médecine chinoise, c'est de dire cultivez le souffle dans votre corps, pratiquez. Pour les Indiens, ce sera le yoga. Pour l'enseignement des Chinois, ce sera le qigong. Et mangez, nourrissez-vous de choses qui vibratoirement vont permettre de vous élever. Car la nourriture n'est pas simplement un entretien de notre forme corporelle. Ce qui se passe au niveau de la nourriture, et Steiner est très radical là-dedans, il dit lorsqu'on mange un aliment, il s'agit avant tout de le tuer. C'est-à-dire il s'agit de désamorcer la structure corporelle de l'aliment, son projet énergétique qui a fait que ces énergies du cosmos et de la Terre réunies ont donné une carotte, pour que le projet de la carotte ne s'inscrive pas en nous. On n'a aucune raison de devenir une carotte. Par contre, à travers ce travail d'alchimie qui est la digestion, on va essayer d'extraire la vibration cosmique qui nous entoure, le prana, le chi, pour pouvoir nous reconstituer et reconstruire ce dont notre corps physique a besoin, pour redonner une qualité à nos corps émotionnels afin de pouvoir équilibrer notre vie. Donc ce qui est à la portée de chacun d'entre nous dans notre vie, c'est à la fois de cultiver notre respiration, notre forme physique, et c'est à travers le Qigong qu'on va essayer de cultiver ce qu'en chinois on appelle le Jing, c'est-à-dire l'énergie vitale de l'aliment, l'énergie vitale qui nous anime. Et à travers la diététique, on va aller vers des aliments qui nous correspondent, parce que nous vivons dans un certain lieu, parce que nous sommes dans une telle saison, et notre conformation personnelle nous amène à avoir besoin préférentiellement de telle ou telle dynamique énergétique. C'est en termes de dynamique, en termes de vitalité, en termes de vibration que l'on peut penser la médecine, que l'on peut penser l'entretien de la vie, et non pas en termes de matérialité. La matérialité est un lieu, bien sûr que nous habitons, nous sommes sur Terre, nous avons un corps physique, mais ne s'occuper que de ce corps physique, c'est de s'occuper de ce qu'il y a de mortel et de ce qu'il y a de mort. Et nous sommes dans une culture où on s'occupe effectivement de ce qui est mortel et périssable, et la consommation en est un des témoins et une des facettes. Voilà.
Donc je ne sais pas si c'est le moment des questions ou... C'était pas terrible, hein, mais bon. Je fais avec ce que je peux. Non, mais je crois que ce qui est essentiel à voir là-dedans et qu'on peut articuler autour de l'ensemble des conférences sans doute qui portent sur ce thème mais qui sont à ce moment-là de la journée, c'est que nous sommes arrivés dans l'excès extrême de la compréhension de la vie uniquement à travers le visible, à travers le manifesté, à travers ce qu'est la réalité et la densité. On parlait tout à l'heure de séparation à l'intérieur, mais c'est toute proportion gardée l'équivalent de la séparation entre l'Église et l'État. C'est le moment où de la réalité temporelle, on a fait une vérité ferme et définitive, et de ce qu'est la réalité de la croyance ou du subtil, on en a fait quelque chose d'absolument secondaire et dans lequel tout peut être fait et compris. On revient maintenant à la compréhension fondamentale de l'idée de se dire que finalement, sans doute, l'invisible et l'infiniment petit est agissant. Et que ce n'est pas parce que nos sens ne le perçoivent pas que rien ne se passe et que rien ne se produit. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette idée de la relation entre le corps et l'esprit, c'est effectivement ce que développait Jean-François, c'est-à-dire de comprendre que ce n'est pas uniquement l'idée de dire, voilà, à travers ma pensée consciente et un certain nombre de choses comme ça, je vais produire un certain nombre de choses, je vais rééquilibrer ma réalité physique, ou etc. On est là dans de la pensée magique, on est là dans le wishful thinking, on est là dans des méthodes d'autosuggestion, etc., qui considèrent qu'une toute petite partie, qui est à peu près l'équivalent de la partie visible de l'iceberg par rapport au reste de ce qu'est la réalité subtile d'un individu dans l'esprit, qui s'appelle le champ conscient. Or, celui-ci, ce n'est qu'un exécutant. Et la réalité physique n'est que la manifestation de quelque chose qui est sous-jacent et qui est porteur, entre guillemets, si on pouvait nommer ça ainsi, de la vie véritable, V majuscule à chaque fois. Et que finalement, cette essence même, ce que les anciens Chinois appelaient effectivement le souffle, cette essence même de la vie qui transparaît chez nous à travers la manière avec laquelle nous la pensons déjà en tant que telle, eh bien, elle apparaît dans tous les champs de la manifestation de notre univers. Que ce soit le champ nutritionnel, et dans un de mes livres, je me suis un peu énervé sur le sujet quand j'expliquais que finalement, une des raisons de la maladie aujourd'hui, c'est sans doute notre non-respect du vivant. Quand nous réfléchissons quelques instants simplement à la façon dont on élève les animaux pour nous fournir de la nourriture aujourd'hui, comment finalement l'animal est devenu une usine à viande et une usine à protéines, parce que c'est la seule vision que nous avons, il ne faut plus s'étonner d'être des gens malades. Parce que des expériences ont pu montrer combien, dans ce qui est la réalité physique d'un individu, il y a aussi du signal, il y a aussi de la mémoire, il y a aussi de l'information. Et que chacune des formes de la vie dans notre univers, qui est existante autour de nous, au-delà même de l'être humain, est porteuse de cette même vérité qu'on va appeler la vie en tant que telle. Et que la manière avec laquelle on la respecte va faire que ça va produire de la vie en nous qui va nous tirer vers le haut ou au contraire va nous ramener vers le bas. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la façon dont nous nous nourrissons du monde, que ce soit sur la réalité nutritionnelle et la densité, donc les aliments, mais sur le champ respiratoire, eh bien, va dépendre ce que nous ingérons comme vie, puisque c'est de la vie que nous ingérons pour la transformer. Et c'est majeur ce que disait Jean-François tout à l'heure à travers cette idée de dire, comme l'expliquait Steiner, que quand nous nous nourrissons pour produire de la vie en nous, à travers un processus alchimique extrêmement complexe, très très élaboré, ça passe obligatoirement par la notion de la mort. Et cette notion de la mort, elle est essentielle, parce que c'est la mort qui laisse de la place à la vie. Nous le savons d'ailleurs pertinemment aujourd'hui, parce qu'il y a une maladie dans laquelle nous n'acceptons plus la mort, qui s'appelle le cancer. C'est le moment où les cellules refusent cette notion de mort, c'est-à-dire veulent aller vers, et elles sont d'ailleurs en tant que telles immortelles, que nous commençons à quitter la vie. Nous sommes dans des cultures et dans des sociétés dans lesquelles nous avons une telle désespérance par rapport à la vie et un tel manque de confiance par rapport à la vie que nous sommes terrorisés par rapport à la mort. Et donc la vieillesse est une décrépitude qu'il faut fuir à tout craint. Et la mort, mais elle est vécue comme étant l'inverse de la vie. La mort n'est pas l'inverse de la vie. C'est l'inverse de la naissance. C'est-à-dire que c'est un champ qui est un champ de transformation de l'être humain. Or, le propre même de la vie, c'est le mouvement, c'est le souffle, c'est la vie, c'est la transformation. Et nous sommes dans une phase sociétale, nous sommes dans une phase de culture dans laquelle nous sommes en train de retoucher ça du doigt. Nous le vivons vraiment, malheureusement parfois à travers des crises dramatiques, mais je crois qu'il y a une espérance pour ce que sont les sociétés futures,
Et je crois que les enfants d'aujourd'hui, de toute façon, nous amèneront la facture comme il convient et au niveau où il convient. Nous devrons nous réconcilier avec cette dimension de l'humain, qui est cette dimension du subtil, et qui est le moment où la part vibratoire profonde qu'est l'esprit devient le moteur et le constructeur de ce qu'est la réalité physique que nous percevons et qui s'appelle le corps. Et que c'est l'harmonie et l'alliance des deux qui produit quelque chose qui s'appelle l'homéostasie, qui s'appelle la santé, qui s'appelle le bien-être, et etc. Nous devons quitter la confusion des sens qui nous font confondre bien-être et bonheur, qui nous font confondre plaisir, bien-être et bonheur, pour comprendre que la satisfaction du sens, ça n'est pas un but, c'est un moyen. Et c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Mais on l'a vécu dans tous les plans de la société. Je crois que Jean-François est en capacité d'expliquer ça à travers le Qigong, etc. Moi, je l'ai vécu dans ma pratique de l'aïkido, par exemple. On a vu dans des philosophies qui étaient les arts martiaux, qui étaient des philosophies dans lesquelles on essayait d'amener aux êtres humains le fait de comprendre que c'est parce qu'on est capable de maîtriser certaines dimensions du corps qu'on n'a plus besoin de s'en servir, et que c'est à ce moment-là le véritable ennemi, entre guillemets, contre lequel on lutte ou on travaille, ça n'est pas celui qui est dehors, mais c'est éventuellement celui qui peut être à l'intérieur. Et bien de comprendre finalement que dans ce que nous sommes, l'intention que nous portons vis-à-vis de la vie, c'est celle qui nous construit, c'est celle qui nous tire vers le haut ou qui, au contraire, nous ramène vers le bas. Et finalement, nous fait redescendre dans le champ des manifestations de la vie vers ce que nous étions censés quitter par la verticalité de la posture corporelle, qui était le champ de l'animal, c'est-à-dire de la relation dans un corps qui est en quatre pattes vers le sol et qui est plutôt prisonnier de lui. Je voudrais simplement dire et lire quelques textes chinois très rapidement, parce que je pense que tout ce que nous avons dit a été élaboré par notre mental, parce que c'est nécessaire pour communiquer, c'est le lieu de notre culture, c'est là où on se sent à l'aise, mais que le mérite des énoncés anciens est d'être plus dans la poésie et dans les images, et permet aussi d'intégrer, comme la langue chinoise à préserver à la fois la tonalité qui va nous parler à un certain niveau et le sens qui va nous parler à un autre niveau. Et il y a cette dualité dans la langue chinoise, dans l'écriture chinoise, cette dualité est merveilleuse. Et je ne vais pas vous le lire en chinois, puisque je ne parle pas chinois, mais je vais vous le lire en français. Quelques éléments très très simples. Par exemple, dans le livre des rites, il est dit « L'homme est le résultat de la vertu efficace du ciel-terre, de la rencontre du yin-yang et des réunions des kuei, c'est-à-dire les esprits de la terre, et des shun, les esprits célestes, la fine fleur des souffles des 5 éléments. » Resituer simplement l'humain dans toute cette dynamique, dans toute cette cosmogonie, et nous sommes un moment, une particularité de cette chaîne infinie et éternelle de transformation. Il y a aussi sur la conscience et notre relation avec les différents autres règnes. Il est dit « L'eau et le feu ont des souffles, mais n'ont pas la vie. Les herbes et les arbres ont la vie, mais n'ont pas la perception. Les oiseaux et les quadrupèdes ont la perception, mais n'ont pas l'appréciation de ce qui est juste. L'homme a l'animation des souffles, la naissance du monde, la perception des êtres, mais il possède en plus l'appréciation de ce qui est juste. C'est pourquoi il est ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. » Voilà. Et ce qui est intéressant, il faut savoir que ce sont des textes qui ont quelques millénaires dans la vue quand même, hein, et que malgré tout l'essentiel y est dit. Parce que si vous voulez, ce qui est extrêmement rassurant à travers une vision du monde telle qu'elle est présentée là, c'est fondamentalement la cohérence qui existe dans cette vision. Il y a une logique qui est absolument incroyable. Et on parle des 5 souffles, on parle des 5 éléments, on parle des 5 principes, mais il faut savoir que dans un corps humain, il y a 5 sens qui permettent de percevoir ce qu'est le réel, que la main a 5 doigts pour pouvoir se mettre en prise avec ce réel, que la plante a 5 parties, qui sont la racine, la tige, la feuille, la fleur et le fruit. C'est-à-dire qu'on va trouver une espèce de cohérence dans ce qui est le manifesté dans notre vie, qui montre sans doute qu'à la racine de ce manifesté, il y a entre guillemets un programme, un esprit ou quelque chose qui est à la racine même de cela et qui amène cette espèce de cohérence. Et que quand cette cohérence a été comprise et n'est pas dissociée de ce qu'est le manifesté du moment, on va pouvoir s'appuyer sur elle. Parce qu'à l'identique de ce qu'elle a pu produire comme désagrément à un moment donné, qui va s'appeler la maladie dans un corps, on va pouvoir s'appuyer sur elle pour rééquilibrer cela.
et qu'il y a donc là des liens qui sont absolument fondamentaux, non seulement à entretenir, mais éventuellement à développer. Et de la même manière que les psychologues constatent et se rendent compte qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain, l'inconscient se complexifie, eh bien, au fur et à mesure que la conscience de l'individu devient une conscience qui est en prise avec le réel et avec la vie, elle va elle aussi se complexifier, cette conscience, mais pas dans le sens de rendre la chose compliquée, mais dans le sens de l'enrichir, pour amener vraiment à une capacité à se mettre en lien avec le réel qui va devenir ce qui est cette spécificité de l'être humain, qui est le positionnement juste. Mais de façon particulièrement étonnante. Jean-François évoquait tout à l'heure, par exemple, la conscience particulière et le rapport à l'émotion des animaux, etc. C'est extrêmement intéressant de voir, on le voit même dans la construction de l'être humain, les différents règnes, à travers le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau cortical, etc. Vous avez des êtres humains qui n'auront jamais de problème avec des animaux, même des animaux parfois dangereux, ce sont les autistes. Justement parce qu'eux aussi sont en prise directe avec leur cerveau limbique, le cerveau limbique qui est le cerveau dominant de l'animal. Et à partir de ce moment-là, lorsque ces deux formes de vie que sont un animal et que sont un individu autiste se rencontrent, elles parlent la même langue, elles sont sur la même phase et la même structure d'esprit est capable de se mettre en relation. Il n'y a donc pas d'enjeu, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de danger. Regardez comment nous sommes terrorisés dans nos cultures d'aujourd'hui par ce qui est différent, par l'autre. L'autre est devenu un problème, alors qu'il est théoriquement une richesse, qu'il est théoriquement quelque chose qui va nous apporter à travers sa vision différente du monde, va venir produire cet enrichissement de la conscience. Le nivellement de la conscience par l'identité unique est quelque chose qui crée une régression pour l'être humain, et qui crée une régression à la fois dans ce qu'il est la conscience qu'il a de la vie, mais également dans sa réalité physique. Cette réalité physique qui finalement devient quelque chose qui, plutôt que de s'ouvrir et de s'élever, devient quelque chose qui est de plus en plus végétatif et dans lequel la conception, on parlait tout à l'heure d'une personne qui avait eu un problème cardiaque à qui on avait mis un stent, on n'est plus que dans une vision qui est purement mécanico-organique des choses. Sauf que, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où vous créez des environnements qui sont des environnements favorables au développement de la conscience et de la vie, celle-ci devient plus pertinente et devient plus puissante. Ce sont les terribles expériences de Louis II de Bavière, je crois que c'était lui, avec les enfants qu'on ne caressait pas, qu'on ne touchait pas et à qui on ne donnait pas d'amour, et dont aucun des enfants n'a dépassé l'âge de 8 ans, parce que la vie n'a pas pu se développer, se construire chez l'être humain, parce qu'il n'avait aucune construction du psychisme. C'est ce que rapporte aussi Cyrulnik dans un de ses livres il n'y a pas très très longtemps, sur une petite fille qui était une petite fille qui a été maltraitée dans sa famille. On l'a découvert, elle était âgée de 8 ans, je crois. Et ça faisait plusieurs années qu'elle ne sortait pas de la salle de bain et elle vivait dans la baignoire. Et donc le jour où on a retrouvé cette petite fille, on l'a mise dans une famille d'accueil qui l'a aimée, etc. La petite fille, quand elle est sortie de la baignoire, elle avait le lobe frontal qui était complètement atrophié, sous-développé. En quelques mois, cette petite fille mise dans une famille où elle a été cajolée, nourrie, aimée, reconnue, etc., a vu son lobe frontal entièrement se reconstituer. C'est-à-dire qu'au-delà même de simplement l'idée de ce lien corps-esprit à travers le rapport à la maladie, etc., il faut savoir que ce qui est présent dans la conscience participe aussi à la manière dont le corps se fabrique, dont le corps se construit, dont le renouvellement cellulaire se met en place, dont la capacité à cicatriser de l'individu se met en place, etc. Et que donc il y a véritablement là un challenge qui est un challenge merveilleux, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un monde de bisounours, mais comprendre que le champ de la conscience de l'être humain est l'essence même de la façon avec laquelle celui-ci se tient droit, se conçoit, se pense et se construit dans sa réalité physique. Je m'arrête là. Ouais. Oui, c'est un grand timide en fait, c'est un spécialiste du Qigong, etc. La médecine chinoise, je vous promets, on va se taire, c'est bon. La médecine, enfin, je ne sais pas, vous pouvez dire un mot là-dessus. C'est-à-dire que, notamment en médecine traditionnelle chinoise, à travers des techniques corporelles comme le Qigong, on va traiter de la dépression. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que dans ce qui est la réalité physique d'un individu, on ne va pas traiter que la maladie physique, on va pouvoir agir aussi. On peut se dire que dans les 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise, on en a
évidemment retenu une essentielle, ce qui était l'acupuncture, mais qui n'est pas si importante que ça dans la pratique. La pratique dont chacun est responsable, ce sont les pratiques corporelles respiratoires, bien sûr le Qigong, et l'alimentation, vers quoi et avec quoi on va se nourrir. Et avec ça, on peut traiter et guérir des maladies. Dans les hôpitaux en Chine et dans toute la sphère culturelle chinoise et autour, dans les hôpitaux, il est bien évident que l'on va proposer aux patients de travailler et de régulièrement 1 heure à 2 heures par jour sur sa propre structure corporelle, sur la circulation des souffles à l'intérieur, pour aller dans le sens d'une guérison qui ne viendra plus de l'extérieur, mais qui sera la capacité de recevoir ce qui nous environne, ce qui est tout autour de nous, et qui nous permet à chaque instant de renouveler notre énergie. En ce moment, il y a des expériences passionnantes, et il y a eu un film là-dessus. Ce sont des personnes qui ont arrêté de manger depuis plusieurs années et qui disent, voilà, je me nourris simplement de prana, c'est-à-dire ce que les Indiens appellent de cette énergie cosmique qui est présente autour de nous. C'est-à-dire que tout le travail de la digestion qui est de déstructurer la matière pour pouvoir éliminer la matière et ressentir de l'énergie, ben, qu'est-ce qui se passe? Steiner nous dit bien, la digestion commence dans le sang. Ce qui se passe dans l'intestin n'est que la destruction de la matière pour donner de l'énergie. Et qu'est-ce que fait de l'énergie une fois qu'elle est dans le sang? Elle est diluée. Elle est diluée dans notre masse de sang, qui est à peu près pour un individu moyen de l'ordre de 5 litres. Et que fait le cœur? Animer ce sang, donc elle va être dynamisée. C'est exactement le processus d'homéopathisation qu'avait mis au point et découvert Hahnemann. Et c'est avec cela que l'on se nourrit. Parce qu'une molécule qui est dans la carotte, à partir du moment où elle est intégrée dans l'humain, elle change complètement. Ça veut dire que des molécules qui sont des molécules de synthèse sont une violence que l'on fait au corps et que la première fois que le corps les reçoit, il va tout faire pour les éliminer. D'où les doses modérales indispensables. Pour pouvoir imprimer quelque chose, il faut saturer le corps. C'est le principe de la médecine de synthèse. La médecine naturelle, c'est essayer de retrouver cette énergie, cette vibration, cet élan dont on va se nourrir et avec lequel on va se construire. Tout notre travail et l'essentiel de notre énergie, c'est d'arrêter d'être dans l'émotionnel, d'arrêter d'être dans le mental pour pouvoir recevoir. Comme dit Lao Tzu, apprendre à désapprendre, apprendre à arrêter d'être captif de ses mémoires émotionnelles, captif de ses tensions corporelles, captif de ses pensées mentales. Et à ce moment-là, on peut percevoir une facette probable de la réalité du monde, et c'est à travers les pratiques à la fois nutritionnelles qui vont permettre d'extraire le Jing, ce principe de mouvement de vie qu'il y a dans les aliments et dont on se renouvelle, à la fois apaiser le cœur par le Qigong en faisant des exercices corporels et à la fois dans la méditation. Et là, on va pouvoir percevoir à partir de l'intuition quelque chose de la réalité du monde et non pas d'être captif de notre forme corporelle, de nos formes émotionnelles et de nos formes mentales dont on voit la progression et parfois qui nous font sourire. Quand on voit les scientifiques, quand le train est arrivé, en disant mais c'est pas possible de dépasser 30 km/h, les organes vont exploser. Et ils y croyaient dur comme fer, ils étaient probablement très sincères, mais c'était vraiment ridicule avec le recul du temps. Et pourtant c'est aux mêmes vérités, entre guillemets, auxquelles on adhère actuellement et qui permettent d'exclure aussi les uns et les autres en disant vous ne pensez pas l'orthodoxie officielle et à ce moment-là vous êtes en dehors et vous faites partie des sectes. Je voulais juste dire que le dernier numéro de la revue de l'Ordre des médecins que j'ai reçu la semaine dernière présente, c'est le petit bulletin de l'Ordre des médecins de l'Île-de-France, qui présente la lutte contre les sectes et la photo qui illustre cette lutte contre les sectes, ce sont simplement des gens qui méditent. Méditer est une pratique sectaire. Être dans l'intériorité est catalogué comme une pratique sectaire. On en est là. Et c'est très triste parce que méditer est peut-être le seul moyen de percevoir la réalité du monde. Alors, en étant bien entendu clair par rapport à notre propos, comprenez bien que ce que nous vous proposons est une incitation à la réflexion et pas à rentrer dans un paradigme dans lequel on va s'imaginer que les choses sont merveilleuses et il suffit de s'asseoir en lotus. J'ai plutôt l'impression
comme j'explique souvent à mes stagiaires, que lorsque quelqu'un est en train de faire un infarctus, c'est bien de lui dire de se mettre en lotus et de faire des asanas, mais c'est mieux de prendre de la trinitrine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes allés dans un champ excessif dans ce qui est la prédominance, voire l'unique existence de la vision du monde, de la matière et de la densité. Nous avons aussi, il faut savoir que autant il y a des dérives dans ce champ-là, et autant effectivement la chimie, la synthèse et la surmédication dans cet ordre-là produit des dégâts et soigne un certain nombre de personnes, c'est à l'identique dans les approches qui sont les nôtres. Il faut bien comprendre aussi que ça ne doit pas signifier qu'on passe dans la pensée magique et qu'il suffit d'eux et il n'y a qu'à. Il faut bien comprendre que lorsque nos comportements de vie, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Nous pouvons avancer comme ça sur le chemin de la vie, nous sommes sur le trottoir en train de marcher, et puis il y a une voiture qui arrive et qui explose un petit enfant qui allait traverser la route, et vous avez le cadavre sanguinolent du petit enfant qui est sous vos yeux. Vous êtes impacté par une émotion d'une extrême intensité qui va créer des dégâts chez vous. Et qu'à ce moment-là, dans la réalité physique du moment, il y a peut-être nécessité à intervenir sur ce champ physique d'abord, mais le problème, il va exister si on se cantonne à ça. Et il y a sans doute une fois qu'on a travaillé sur ce champ physique, qu'on est intervenu sur cette dimension-là, après faire le lien avec la dimension psychique pour aller pacifier la mémoire de ce qui a été vécu et de ce qui a été perçu. À l'identique de quelqu'un qui est dans une phase émotionnelle difficile, ou etc., si vous ne travaillez que sur le psychisme, ça ne sera pas suffisant, parce que le vécu émotionnel aura aussi inscrit quelque chose dans le corps. Et il faut savoir que chaque fois que vous êtes confronté, par exemple, à une émotion qui est extrêmement forte, qui est contraignante, qui est contrariante, qui est blessante, ou etc., le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller faire quelque chose de physique derrière. C'est-à-dire, à la fois, vous impactez l'émotion, vous la ressentez, vous la nommez, vous lui donnez un sens, etc., mais allez dans un bois, prenez un morceau de bois, cognez sur une souche, hurlez, achetez-vous un punching ball, mettez la tête de votre supérieur hiérarchique dessus, cognez dessus. C'est-à-dire que le vecteur psychique, vous savez, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ça, mais il faut savoir qu'il y a un vecteur organique pour les émotions et qu'il y a des hormones, etc. Il faut savoir par exemple que l'énergie émotionnelle négative associée à l'énergie du poumon, c'est la tristesse. Mais il faut savoir que quelqu'un qui pleure parce qu'il est triste, il évacue par les larmes un certain type de toxines qui ne sont évacuées par aucun autre moyen. Et par conséquent, la personne qui n'a jamais des larmes de tristesse ne va jamais évacuer ces toxines. Et ce n'est pas parce que vous épluchez un oignon et que vous avez l'œil qui pleure que vous allez évacuer les toxines. Pour que la toxine soit évacuée, il faut que l'émotion ait été présente. C'est-à-dire de bien comprendre que ce vers quoi il faut tendre, c'est une logique, une compréhension et une vision du monde dans lequel le subtil est présent et est l'essence même de ce que nous devons être, et c'est la particularité, c'est le propre de l'être humain, mais que lorsque nous sommes confrontés à un impact d'une violence donnée, quelqu'un qui se blesse, qui se casse une jambe, c'est bien de réfléchir à la raison pour laquelle il s'est cassé la jambe, mais c'est bien de mettre un plâtre et éventuellement, si c'est le fémur, de le mettre en traction, parce que la réalité densifiée du corps, sinon, ne va pas pouvoir se réparer correctement. C'est très important ce qu'a dit Michel au niveau justement de cette compénétration des souffles, comme disait le père Lard, c'est-à-dire que tout est imbriqué et il est hors de question de séparer. Et la critique qui peut être faite à notre manière de voir le monde et de percevoir le monde aujourd'hui, c'est cette séparation qui se fait dans l'adversité. Il est évident que le corps physique doit être pris en considération comme le corps émotionnel, comme le corps énergétique. Et toutes ces facettes de l'être sont importantes à traiter, à accueillir et à apaiser en même temps, bien évidemment. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Maintenant, c'est le moment où si vous avez des questions éventuelles, où on se fera un plaisir de répondre.